Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Manuel Bompard, Bonjour. député des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'AJP par nos amis Stanislas Noyer et Nicolas Prissette. Voilà, beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous aujourd'hui, du projet de loi immigration à la mort du jeune Thomas à Crépol et les suites, avec notamment les violences des groupuscules d'extrême droite. On parlera évidemment aussi de votre journée d'initiative parlementaire qui a lieu demain dans l'hémicycle. Et pour commencer, je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question. Oui, bonjour. Évidemment, c'est le texte de loi immigration qui retient pas mal l'attention de l'Assemblée et qui est en discussion en commission. Disons que les sénateurs estiment eux, que l'Assemblée, les députés sont en train de détricoter leur texte. Est-ce que ce détricotage vous paraît évident? Et s'il est évident, est-ce qu'il vous convient? Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes opposés au projet de loi qui a été déposé par le gouvernement. Nous sommes encore plus opposés à la proposition telle qu'elle a été modifiée par le Sénat sur un certain nombre de points. Les plus symboliques d'entre eux, c'est bien sûr la remise en cause de l'aide médicale d'État, qui, je pense qu'il faut que tout le monde le comprenne, est quand même une proposition qui est démagogique, inefficace, coûteuse, et qui est dénoncée par à peu près l'ensemble de la communauté médicale, y compris dans les pays d'Europe, je pense en Espagne, où une remise en cause de l'aide médicale d'État a été décidée. Ensuite, ils l'ont rétablie parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait plus cher aux finances publiques, parce que, et tous les spécialistes de la santé vous le diront, si vous ne soignez pas une pathologie, une maladie immédiatement au moment où elle est détectée, à la fin, il faut le soigner quand c'est plus grave et ça coûte plus cher. Donc pour prendre cet exemple-là, mais il y en a d'autres sur la remise en cause des aides au logement pour les étudiants étrangers s'ils ne sont pas sur le territoire depuis moins de 5 ans, alors que tout le monde sait que la précarité étudiante, la faim chez les étudiants, elle frappe en particulier les étudiants étrangers, que ça va augmenter encore la situation de précarité des étudiants étrangers. Or, je pense que la France, elle se grandit d'accueillir dans ses universités des étudiants qui viennent du monde entier, que c'est plutôt une force, une richesse pour la France, la question des allocations familiales. Bref, il y a un certain nombre de points qui ont été ajoutés par le Sénat à cette proposition de loi que nous combattons et que nous contestons fermement. Donc bien sûr, s'il y a des amendements dans l'examen de ce texte de loi pour supprimer ces points, je pense qu'on s'y associera, c'est une évidence. Mais pour autant, ça ne nous conduira pas à approuver la proposition ou le projet de loi tel qu'il était proposé initialement par le gouvernement s'il devait revenir à l'identique. Oui, voilà. Donc effectivement, même s'il y a un retour au texte original, ça ne vous convient pas et vous ne le votez pas, quoi. Non, et y compris sur les mesures qui parfois font débat, je crois, enfin de ce que j'ai compris, y compris à gauche, sur le fameux article 3 initial, dont on verra dans quel état il reviendra potentiellement, parce que je pense que tout ça n'est pas encore très stabilisé. C'est une proposition que nous ne partageons pas. Nous sommes favorables à la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. Nous considérons que réduire cette régularisation au secteur en tension, dans les conditions telles que le propose le gouvernement, c'est-à-dire dans des titres de très courte durée, va renforcer en quelque sorte une forme de précarité administrative, un casse-tête dans les préfectures avec des titres qu'il faut renouveler régulièrement. Comment vous allez faire quand un secteur était en tension et qu'un an plus tard il n'est plus en tension ? Je pense qu'on rentre dans une logique de laquelle on ne sortira pas. Et d'ailleurs, les secteurs aujourd'hui de l'économie dans lesquels vous avez et qui sont dépendants pour fonctionner correctement de travailleurs qui sont aujourd'hui des travailleurs sans papier ne sont pas considérés, si on en croit les critères du gouvernement aujourd'hui, comme des secteurs en tension. Donc je
pense que cette disposition ne fonctionne pas. Et pour notre part, notre contre-proposition, vous la connaissez, c'est nous considérons que l'ensemble des personnes qui travaillent, qui ont un contrat de travail, doivent pouvoir avoir accès à une régularisation. On voit bien que vous êtes évidemment très, très opposé à ce projet de loi. Stratégiquement, vous l'abordez néanmoins, semble-t-il, dans un état d'esprit très, très différent de la réforme des retraites. On a vu en commission, par exemple, que le groupe de la France Insoumise a déposé un petit peu moins de 200 amendements. Est-ce que vous considérez, on sentait bien que sur la réforme des retraites, on ne va pas refaire le débat sur obstruction 49.3, mais il y avait une volonté en tout cas de s'opposer, y compris en termes de procédure, au texte du gouvernement. Là, est-ce que vous considérez que le débat doit avoir lieu et que un vote pour permettre aux uns et aux autres de se prononcer sur ce sujet-là est nécessaire? On avait senti sur la réforme des retraites parfois une volonté, peut-être même y compris, de ne pas aller jusqu'au vote. Là, vous considérez qu'il faut que le débat ait lieu, que le vote ait lieu et qu'au bout du compte, chacun puisse faire les comptes? Sans revenir en détail sur la réforme des retraites, je rappelle que le véhicule qui avait été utilisé par le gouvernement, c'est-à-dire le recours à l'article 47.1 de la Constitution, comprimait les débats parlementaires, limitait leur durée, et qu'à partir de ce moment-là, oui, effectivement, nous contestions à la fois le cœur du texte, mais à la fois la méthode parlementaire qui était utilisée pour le discuter. Là, on est dans un cadre tout à fait différent. On est dans le cadre d'un projet de loi déposé par le gouvernement, discuté au Sénat, discuté à l'Assemblée nationale. Vous me posez la question de savoir si c'est normal qu'on en discute. Personnellement, si j'étais au gouvernement, je n'aurais pas mis ce texte de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais à partir du moment où il y est, c'est normal qu'on fasse notre travail sur ce sujet. Je pense que nous contestons la logique de cette proposition de loi qui s'inscrit en fait toujours dans la même logique. On est à peu près à la 20e loi sur l'immigration en 30 ans, qui est toujours dans le même raisonnement. C'est on va essayer de durcir la législation pour empêcher les gens d'arriver. Personnellement, c'est une logique que je conteste. Je pense que c'est une logique qui est démagogique, qui ne fonctionne pas. À un moment, il faudrait peut-être évaluer les 19 lois précédentes avant de passer à la 20e, de savoir pourquoi on a besoin d'en faire une 20e, c'est que précisément les 19 lois précédentes n'ont pas fonctionné. Et je pense qu'il faut renverser la logique. Et renverser la logique, c'est d'abord dire les gens ne partent pas de chez eux de gaieté de cœur. Donc la première question, c'est comment vous faites en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir. Deuxièmement, je pense qu'on est confronté aujourd'hui en France à une crise de l'accueil. La France a été capable d'accueillir dans des bonnes conditions plus de 100 000 réfugiés ukrainiens. Ça s'est bien passé. Pourquoi ça s'est bien passé? Parce qu'ils ont été accueillis dans des bonnes conditions, parce qu'ils ont pu être logés dans des bonnes conditions, parce qu'ils ont pu accéder à l'emploi, parce que les enfants ont pu aller à l'école. Et je pense que si on veut se poser la question de comment on intègre des personnes, comment on accueille dans des bonnes conditions des personnes qui arrivent sur le territoire national, je pense que là, il y a un sujet. Comment on résout cette crise de l'accueil? Et enfin, je veux dire qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Il n'y a pas de danger migratoire en France, et y compris, tout le monde sait, et de plus en plus d'économistes, de démographes le disent, que l'immigration est pour la France une nécessité. Et à un moment, il faut assumer cette discussion. Donc moi, je ne rentrerai pas dans la logique de il y a un danger migratoire et donc comment on va faire en sorte d'empêcher les gens de venir, alors que vous savez très bien que c'est la logique qu'on utilise depuis maintenant des années et qui ne fonctionne pas. Donc voilà, pour vous répondre à votre question, nous on conteste la logique même de ce projet de loi et on essaye d'y opposer une contre-logique. Oui, les Républicains partagent votre diagnostic d'une certaine façon, à savoir l'inefficacité des lois antérieures. Je ne suis pas sûr. Mais ils n'attribuent pas tout à fait aux mêmes causes. En particulier, ils estiment que c'est parce que la Constitution laisse libre place aux jurisprudences européennes et qui font que effectivement les juges détricotent ce que voudraient faire les politiques. Je suppose que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Là aussi, il faut dire précisément de quoi on parle. Quand les Républicains disent qu'il y a un problème avec des conventions internationales qui nous empêchent de prendre un certain nombre de dispositions en France, il faut dire de quelle convention internationale on parle. On parle de la Convention européenne sur les droits de l'enfant. On parle
du principe du droit d'asile, et je vous confirme que personnellement, je suis favorable au respect de la Convention européenne sur les droits de l'enfant, et je suis favorable au respect du principe du droit d'asile, dont je rappelle qu'il existe en France depuis 1315. Depuis 1315, en France, on considère qu'une personne qui est persécutée dans un autre pays du monde, la France a un devoir de lui offrir l'asile. Donc je vous confirme que je conteste le raisonnement qui consisterait à dire qu'il faudrait revenir sur un certain nombre de conventions internationales, et je suis assez stupéfait qu'un parti qui est censé être un parti de gouvernement, qui s'appelle les Républicains, en vienne aujourd'hui à proposer que la France rompe avec un certain nombre d'engagements qui sont des engagements historiques de la France. Donc sur ce sujet, je vous confirme que je ne sais pas si on partage le diagnostic, mais en tout cas, on est en radical désaccord sur les solutions. À ce stade du travail en commission, alors selon les uns, la commission des lois est en train de détricoter la version du Sénat. Selon les autres, c'est plutôt un travail de retouche plus léger. On voit bien en tout cas que ça ne satisfait à ce stade ni la droite ni la gauche. Est-ce que le risque au bout du compte, c'est pas que finalement, si le gouvernement ne trouve pas de majorité, il ait recours éventuellement sur ce texte-là au 49.3. Est-ce que vous ne dites pas que finalement, en vous opposant à l'équilibre général du texte qui ne vous convient pas, et c'est vrai pour la droite, c'est vrai pour la gauche, qu'en étant davantage dans une logique de négociation en quelque sorte avec la majorité et le gouvernement, vous pourriez arriver à finalement obtenir quelques victoires, quelques modifications du texte. On a l'impression que c'est un peu tout ou rien de votre côté comme du côté des Républicains. Ouais, bon, sur ce sujet, j'ai envie de vous dire que Einstein disait qu'une des caractéristiques de la folie, c'est de refaire plusieurs fois la même chose en pensant que ça va produire un résultat différent. Excusez-moi, les volontés de compromis du gouvernement, pardonnez-moi d'être un petit peu vacciné sur le sujet, on est au 20e 49.3. Sur les discussions budgétaires, on a réussi à faire adopter par une majorité de députés un certain nombre d'amendements. Si le gouvernement était effectivement dans une logique de compromis, il aurait pu essayer de les reprendre. Donc je ne crois pas au raisonnement qui consiste à dire que le gouvernement est prêt à un compromis avec nous sur ce sujet. Et donc après vous me dites, est-ce que le fait que vous vous y opposez peut conduire au 49.3 ? Ça peut, mais dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui n'aura pas réussi à convaincre une majorité de députés. C'est quand même son travail de le faire. Et vous entendez bien que nous n'allons pas renoncer à nous opposer à un texte de loi parce que sinon le gouvernement va avoir recours au 49.3. Donc nous sommes en désaccord avec cette proposition de loi. Je vous ai dit rapidement, et s'il y a des détails, je pourrais y revenir, mais je vous ai dit quelle était, nous, la logique qu'on voulait opposer à ça, c'est-à-dire la question de traiter la question des migrations à l'échelle internationale, parce que c'est quand même le grand non-dit de cette discussion. C'est que tout le monde sait que dans les dizaines d'années qui vont arriver, on va être confronté à des phénomènes de migration climatique qui vont être posés à tous les pays du monde, et que ce sujet, on n'en parle pas. Et de dire que je pense que le problème en France, ce n'est pas une soi-disant vague migratoire, mais c'est une inorganisation de la politique d'accueil. Ça, c'est la logique que nous, on oppose à celle du gouvernement, et on a deux logiques qui sont deux logiques contradictoires. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'on pourrait être d'accord sur tel ou tel sujet. Donc je vous confirme, sans que ça soit à mon avis pour vous une très grande surprise, que nous nous opposons à ce texte de loi, que nous allons continuer à nous opposer à ce texte de loi, que nous nous y opposons en séance et que nous nous y opposerons en commission, et que si le gouvernement décidait de s'entêter à utiliser l'article 49.3 pour passer ce texte de loi parce qu'il n'avait pas de majorité, nous déposerons une motion de censure. Voilà, tout simplement. Vous déposerez une motion de censure. Est-ce que vous voteriez éventuellement par ailleurs une motion de censure qui pourrait être déposée par d'autres groupes, les Républicains, le Rassemblement National ? Si nous nous retrouvons dans les exposés des motifs et le texte d'une éventuelle motion de censure. Je rappelle quand même que le principe d'une motion de censure, c'est de s'opposer à l'adoption d'un projet de loi. Le premier résultat d'une motion de censure qui est votée, c'est que le gouvernement tombe, mais c'est aussi que le projet de loi ne passe pas.
si le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte de loi immigration et que la motion de censure est votée, le premier résultat, c'est le texte de loi part à la poubelle. Donc quand on est opposé à un texte de loi, s'il y a un 49.3 qui est engagé et qui a donc une motion de censure pour y répondre, la logique de notre opposition au texte de loi, c'est de voter en faveur de la motion de censure. Maintenant, vous permettrez que j'attende de voir et que nous attendions de voir qui déposerait une éventuelle motion de censure. En tout cas, si le gouvernement, et je pense que c'est une information importante, si le gouvernement s'entêtait à utiliser un 49.3 pour essayer de faire passer en force ce texte de loi, nous nous y opposerions par une motion de censure que nous déposerions. Et potentiellement, nous pourrions nous associer à d'autres motions de censure si nous nous retrouvons dans la philosophie générale. On voit bien qu'y compris à gauche, il y a des tonalités différentes, aussi bien sur le projet de loi, même si globalement tous les groupes y sont opposés, et sur le vote éventuel d'une motion de censure si ça devait se terminer comme ça. Est-ce que néanmoins vous voyez ce texte aussi comme une façon pour la NUPES de se retrouver en quelque sorte après une période qui reste d'ailleurs compliquée? Il y a toujours un moratoire sur la NUPES à l'Assemblée nationale, avec notamment le groupe socialiste qui pour l'instant s'est mis en dehors de ce fonctionnement-là. Je crois que lundi, vous vous retrouvez, les différents groupes de la NUPES. Je crois qu'il y a une réunion à la Bellevilloise pour présenter les amendements sur le projet de loi immigration. Ouais. Écoutez, soyons très francs et directs, si sur ce projet de loi immigration, les différents groupes de la NUPES peuvent travailler ensemble, c'est une bonne nouvelle. Et en tout cas, nous, c'est notre volonté de travailler de manière commune avec tous les groupes qui le souhaitent pour mener l'opposition ensemble, pour déposer des amendements ensemble, pour porter des propositions ensemble. Mais soyons honnêtes sur le fait que ce n'est pas le fait qu'on va travailler ensemble sur ce texte de loi qui va faire disparaître les désaccords stratégiques profonds qui existent aujourd'hui au sein de la NUPES. C'est pas parce qu'on va faire une bataille ensemble contre le projet de loi immigration que par magie il va y avoir une liste commune de la NUPES aux élections européennes, que par magie il va y avoir des candidatures communes de la NUPES aux élections municipales. Donc nous, on a toujours été favorables au fait qu'ici, à l'Assemblée nationale, il puisse y avoir un travail commun entre les différents groupes de gauche. C'est très bien. Si ça peut être le cas sur le texte de loi immigration, on le fera. Mais encore une fois, malheureusement, ça ne résout pas d'autres points durs aujourd'hui, en tout cas tels qu'ils ont été exprimés par les uns et par les autres. Vous avez dit, les socialistes ont décidé d'un moratoire, vous avez raison, qui a l'air d'être de plus en plus définitif, si je peux me permettre. Les communistes, j'ai entendu Fabien Roussel, je crois à 3 ou 4 reprises, dire qu'il quittait la NUPES, donc ça veut dire qu'il a l'air vraiment déterminé à la quitter. Et les écologistes, pour l'instant, ils s'entêtent sur l'idée qu'ils vont déposer leur propre liste aux élections européennes. Donc oui, pour travailler ensemble à l'Assemblée nationale, mais je ne voudrais pas vous donner le sentiment que ça va résoudre par magie les difficultés auxquelles est confrontée la NUPES aujourd'hui. C'est un constat d'échec en quelque sorte à ce stade que vous faites? C'est un constat de blocage. C'est un constat de blocage. La NUPES aujourd'hui, elle est bloquée. Il faut être capable de poser les mots sur une réalité. Et je pense que c'est dommage parce que personnellement, je fais partie de ceux avec Jean-Luc Mélenchon qui, au lendemain de l'élection présidentielle, ont considéré que la mise en place de la NUPES était le chemin le plus court pour permettre aux idées que nous défendons d'arriver au pouvoir. Je reste toujours convaincu que c'est le chemin le plus court, mais je vois bien que ça se heurte à des difficultés. Et les difficultés, elles sont très claires. L'ensemble des propositions que nous avons faites depuis 1 an et demi pour faire en sorte que la NUPES ne soit pas qu'un accord électoral aux élections législatives, mais que ça soit aussi une coalition politique pérenne qui travaille ensemble dans la société, qui présente des candidatures communes à chaque élection sénatoriale, européenne, municipale, jusqu'aux présidentielles et législatives, qui puisse continuer à faire le travail autour du programme partagé sur lequel nous avons été élus. L'ensemble des propositions que nous avons faites ont été refusées. Et aux élections sénatoriales, les 3 autres composantes ont décidé de faire des listes sans nous. Et aux élections européennes, chacun décide d'aller faire sa liste dans son coin. Ce n'est pas notre responsabilité. Donc nous, en tout cas, notre conviction, c'est que cette démarche de rassemblement autour du programme
de la NUPES qu'on a défendue ensemble aux élections législatives, elle doit se poursuivre. Et donc moi je dis à tout le monde, et je m'arrête là, je dis à tout le monde, composantes politiques, personnalités, si vous avez envie de continuer ce rassemblement autour du programme de la NUPES, travaillons-y ensemble dès les prochaines élections européennes pour faire en sorte qu'on ait une liste qui continue à porter la stratégie et la philosophie de la NUPES. En vous écoutant, je pense à une chose, au-delà des divergences ou des nuances de fond, en fait, la NUPES doit son existence au mode de scrutin majoritaire à 2 tours, puisque vous aviez tout intérêt à vous unir pour figurer au second tour. En fait, dès qu'il y a la proportionnelle, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous continuez à réclamer la représentation proportionnelle pour les élections législatives ? Moi, je suis favorable, et c'est le programme d'ailleurs de la NUPES, à une 6e République, dans lequel les modes de scrutin aux élections législatives sont effectivement des modes de scrutin proportionnels. Donc je reste favorable à cette idée et je n'ai pas l'habitude de changer le fond de ce que je propose en fonction des opportunités tactiques pour les uns et pour les autres. Pour le reste, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'aux élections proportionnelles, en gros, il n'y a pas d'intérêt à avoir une liste commune de la NUPES, parce que je connais la vie politique comme vous et je sais qu'au soir des élections européennes, le tableau tel qu'il apparaîtra des résultats dira des choses sur les dynamiques et sur la préparation des échéances électorales nationales futures. Et d'ailleurs, j'observe qu'un certain nombre de partenaires de la NUPES m'ont dit non, on ne peut pas faire une liste commune parce que sinon il va y avoir d'autres listes qui vont émerger à gauche. Ce que j'observe, c'est qu'il y a d'autres listes qui émergent à gauche et pourtant il n'y a pas de liste commune de la NUPES. Et que tous les sondages disent la même chose, c'est que si on avait été en capacité, et je pense que c'est encore le cas, si on est en capacité, ou si on était en capacité d'avoir une liste commune de la NUPES aux élections européennes, on serait en mesure de remporter ces élections. Et je pense que pour la situation politique du pays de manière générale, pour l'ambiance du pays, la question de savoir qui arrive en tête des élections européennes, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Donc vous voyez, même aux élections, au mode de scrutin proportionnel, on a un intérêt à être unis, à être rassemblés. La question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on pense que la NUPES doit continuer à s'approfondir, s'élargir pour être l'alternative pour les prochaines élections nationales, ou est-ce que la NUPES c'est un accord de circonstances qu'on a fait une fois, et puis après on va faire un autre accord aux européennes, et puis après un autre accord aux municipales, etc. Moi, ma thèse, et celle que je défends avec, je pense, les députés, les membres de la France Insoumise, c'est l'idée que si on veut être en capacité d'exercer le pouvoir dans ce pays, on a besoin d'une coalition qui soit stable, qui soit pérenne, qui soit bien identifiée, et que c'est comme ça qu'on peut gagner. Que sinon, je pense qu'on désespère, que sinon on désoriente les gens, et je pense que c'est l'erreur que font les partenaires de la NUPES de ne pas comprendre ça. En tout cas, c'est mon désaccord avec eux. François Gervais, Horizon Politique, est-ce que le problème de fond de votre désaccord n'est pas celui de la candidature à la présidentielle ? Est-ce que vous estimez que... Comment est-ce que ça peut être résolu ? Est-ce que vous estimez que les socialistes, par exemple, qui ont envie de pousser Olivier Faure ou d'autres, ont la possibilité de le faire, et comment ça peut être résolu entre vous? Ou est-ce que vous estimez que Mélenchon reste, par exemple, le meilleur candidat et qu'il n'y en a pas d'autre? Bon, d'abord, moi, je vais dire que le fait de travailler dans une perspective qui consiste à dire on va avoir des candidatures communes en 2027, élections législatives et élections présidentielles, moi c'est une perspective dans laquelle je travaille, mais je considère qu'il y a un certain nombre d'étapes pour y parvenir et que ces étapes précédentes, comme je le disais juste à l'instant, c'est de faire grandir cette coalition, et pour faire grandir cette coalition, elle doit avoir des candidatures communes aux élections intermédiaires. Sinon on donne l'impression qu'on veut jouer la finale avant d'avoir joué la demi-finale ou les quarts de finale. Bon, avant de jouer la finale, il faut jouer les demi-finales ou les quarts de finale, pour prendre une métaphore qui sera facilement compréhensible par tout le monde. Pour le reste, je pense quand même que s'il y avait des élections présidentielles demain, je pense que beaucoup de gens ont du mal à contester le fait que la candidature Mélenchon serait aujourd'hui la mieux placée à gauche. Ça me paraît être une évidence. En 2027,
il y a du temps qui va passer jusqu'à 2027. Moi, je ne reproche à personne et à aucun parti politique de considérer qu'il peut avoir une candidature légitime à la présidentielle. Et dans cette hypothèse-là, moi, c'est la proposition que j'ai faite. J'ai dit, j'ai proposé ça il y a un an, mettons en place des candidatures communes aux sénatoriales, aux européennes, aux municipales, aux législatives, et un mécanisme pour identifier une candidature commune à l'élection présidentielle. Ça a été refusé, ça a été balayé. Donc j'en suis là. Donc je ne vais pas, si vous voulez, passer ma vie à dire allez, faisons une candidature commune aux élections sénatoriales. Ah non, finalement non. Faisons une candidature commune aux élections européennes. Finalement non. Au bout d'un moment, je prends acte aussi des réalités. Et donc je pense qu'il y a une volonté d'un certain nombre de composantes de la NUPES de se mettre à distance du rassemblement que nous avons construit ensemble il y a un an. Et ben moi, je ne me résigne pas à cette situation, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'essaye de faire en sorte que tous ceux qui veulent, eux, poursuivre dans cette démarche de rassemblement le fassent avec nous. Et la question de qui sera notre candidat à l'élection présidentielle de 2027 souffrait de l'idée que 4 ans avant, c'est encore un petit peu tôt pour vous répondre. Stanislas et puis Jean-Michel. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Est-ce que quand même, dans ce constat d'échec de la NUPES, vous ne pensez pas que vous avez une part de responsabilité? Est-ce que vous avez fait une analyse en interne pour essayer de savoir pourquoi vous n'aboutissez pas à une liste commune aux européennes? Pourquoi vous n'aboutissez pas donc à cet élargissement que vous souhaitez? Un certain nombre les autres composantes de la NUPES disent que cette stratégie actuelle, notamment celle de bordélisation ou de conflictualisation de l'ensemble des enjeux de la société, vous empêche d'atteindre un stade majoritaire. D'abord, je ne me retrouve pas dans la manière avec laquelle vous présentez la stratégie qui est la nôtre. J'ai jamais défendu une stratégie de la bordélisation. Donc c'est vos mots, pas les miens en tout cas. Pour le reste, moi je prends les faits tels qu'ils sont. J'ai proposé une candidature commune de la NUPES aux élections européennes. J'ai même proposé que la tête de liste puisse être issue des écologistes, puisque c'est eux qui étaient arrivés en tête de l'élection européenne la dernière fois. Ça, c'est des faits. C'est des propositions publiques. Ça a été refusé. J'ai proposé, je dis j'ai, en tant que coordinateur de la France Insoumise, qu'il y ait des candidatures communes de la NUPES dans tout le pays aux élections sénatoriales. J'ai même proposé que la France Insoumise soit représentée dans tout le pays dans une position éligible. Une. On nous a mis dehors des listes. Ça, c'est des faits, c'est public. J'ai dit les choses. Donc, vous pouvez dire, est-ce que vous avez une responsabilité sur ce sujet? Mais au bout d'un moment, à part disparaître, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vraiment faire de plus que les propositions que j'ai mises sur la table. Vous voyez? Après, il peut y avoir un débat stratégique, et la deuxième partie de votre question, sur comment on fait en sorte de convaincre une majorité du pays pour gagner. Et je n'ai pas de problème à aborder ce débat stratégique, y compris avec nos partenaires de la NUPES. Mais moi, ce que je crois, c'est que si on veut être en capacité de gagner la prochaine fois, il faut arriver à ramener dans le jeu électoral des gens qui, pour l'instant, se mettent à distance. Et donc, il faut essayer d'élargir le socle qu'on a constitué à la dernière élection présidentielle pour faire en sorte que la prochaine fois, il permette d'être au second tour et ensuite qu'il permette de gagner. Certains ne sont peut-être pas convaincus par cette stratégie, mais alors qu'ils en présentent une autre. Et peut-être que certains ont des reproches à nous faire, mais dans ce cas-là, qu'ils nous les fassent. Ça ne peut pas juste être... je vois quand le Parti Socialiste décide de son moratoire, il dit le problème c'est Mélenchon. Bon d'accord, qu'est-ce que vous proposez? Qu'il disparaisse, qu'il arrête de parler. Ça c'est pas une proposition raisonnable, vous voyez. Une proposition raisonnable c'est de dire on pense qu'on va prendre les prochaines élections européennes de telle manière, ou on pense que notre stratégie elle doit être de telle manière, ou on pense qu'à l'Assemblée nationale on doit faire les choses de telle manière. Ça c'est des propositions raisonnables dans le cadre d'une coalition. Mettre en cause la figure la plus identifiée d'une des composantes comme étant la responsable de tous les maux, c'est pas une attitude qui permet de faire avancer cette coalition. Bon, moi, c'est mon ressenti. Donc, s'il doit y avoir des discussions, moi, j'ai toujours été ouvert pour les avoir. Mais je pense que tout ça est de l'ordre du prétexte, en vérité.
et qu'aujourd'hui il y a une volonté de certains, après avoir considéré aux dernières élections législatives que la participation à la NUPES était un petit peu, la bouée de sauvetage du mauvais résultat de l'élection présidentielle, que certains se disent maintenant on va essayer de reprendre nos billes et puis de revenir à la gauche d'avant. Et moi je pense que revenir à la gauche d'avant, c'est empêcher la gauche de gagner. Moi c'est un désaccord que j'ai avec eux. Je pense que pour gagner, on doit être en capacité d'incarner une véritable alternative à la politique qui a été mise en place. On doit être en capacité aussi d'incarner une rupture avec ce qu'a été la dernière expérience de gouvernement de la gauche. Et donc ça, c'est un désaccord. Parce que sinon, je pense qu'on ne peut pas gagner. Et ça, sa noblesse, sa dignité. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que des gens pensent que c'est autre chose qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est la ligne que je défends. Donc moi, je n'ai pas de problème à débattre de la stratégie, mais il faut dans ce cas-là qu'on me présente une stratégie alternative. Or, pour l'instant, je ne l'ai pas eu sous les yeux. Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous êtes élu à Marseille, quartier Noailles notamment, et à Marseille, il y a Marseille en grand, 5 milliards de subventions. Alors pour vous, est-ce que c'est simplement, pour le dire un peu plaisamment, un petit avatar du néolibéralisme, ou au contraire, vous êtes prêt à aider ce mouvement puisque l'État dit que localement, les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord, ne poussent pas assez les dossiers. Comment vous vous situez sur tout ça ? D'abord, je vais vous dire que moi et mon organisation politique ne siègent ni à la mairie de Marseille, ni à la métropole de Marseille. Pour être clair sur... quand on dit il y a des paralysies entre eux, etc., je n'ai aucune responsabilité dans cette situation. Pour le reste, je pense que la ville de Marseille a été une ville en déficit chronique d'investissement dans la rénovation des services publics, dans la rénovation des écoles, dans les transports publics depuis des années et des années. Et je ne serai pas celui qui va vous dire que je vais refuser du soutien financier de l'État. Donc si l'État décide d'investir de l'argent public pour faire en sorte qu'on développe l'offre de transport, pour faire en sorte qu'on rénove les écoles, je prends. Mais par contre, je ne prends pas les conditions ou les expérimentations que le président de la République essaye de présenter comme corollaire à cet investissement. Pour être très clair, tout ce qui est expérimentation dans les écoles pour casser le cadre national de l'établissement national, je le conteste et je le combats. Et je voudrais dire solennellement que les Marseillais ne sont pas des cobayes des expérimentations du sorcier libéral Emmanuel Macron. Voilà. Que les Marseillais, ils aspirent en fait à avoir les mêmes droits, les mêmes accès aux services publics, que les enfants des Marseillais, ils aspirent à pouvoir étudier dans des écoles qui ne sont pas des préfabriquées, qui ne sont pas des écoles qui tombent en ruine, que les Marseillais, ils aspirent à avoir le droit à une offre de transport public qui soit digne et à la hauteur d'une ville de la population de Marseille, et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et que donc, si Emmanuel Macron et son gouvernement décident d'investir de l'argent, comme ils ont fait des annonces sur ce sujet, c'est très bien, je prends, mais comptez pas non plus sur moi pour dire génial, merci, parce que je pense qu'on ne fait que compenser une situation d'injustice criante qui dure depuis malheureusement des années et des années dans cette ville. Philippe. Bonjour, Philippe Rayet, journaliste indépendant. Toutes les études d'opinion depuis un mois montrent quand même qu'il y a un certain décrochage. Les sondages sur les élections européennes, au départ, il y a 2 mois, vous étiez un peu à égalité, les 3 listes de gauche, et là, il semble y avoir un décrochage. Et les études, en général, montrent qu'il y a les personnalités de LFI semblent pâtir de la période récente. Ce n'est pas la faute à la NUPES, ça doit être faute à peut-être certaines prises de position. Est-ce que vous pensez que c'est provisoire, c'est une secousse, et que les choses vont se rétablir, ou comment vous interprétez ce coup de mou ? D'abord, j'attends de le voir. Pour le reste, les mêmes sondages, je crois que en septembre, octobre, novembre 2021, ils mettaient la candidature Mélenchon à 7 ou 8%. Il a fait 22. Les mêmes sondages dont vous êtes en train de me parler,
le vendredi de la dernière semaine de l'élection présidentielle, c'est-à-dire à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il mettait Mélenchon entre 16 et 17,5%. Il a fait 22. Donc, reconnaissez que j'ai pas vraiment envie d'utiliser ces indicateurs-là pour décider si notre stratégie est pertinente ou si elle ne l'est pas. Maintenant, je ne vais pas esquiver la question sur les européennes. L'élection européenne, c'est une élection difficile, notamment parce que c'est une élection dans laquelle on sait qu'il y a une difficulté à intéresser la population, qu'il y a des taux de participation qui sont des taux de participation assez faibles. Et donc maintenant, c'est notre travail de faire en sorte d'essayer de mobiliser, de convaincre. C'est le travail qu'on va essayer de faire. Mais vous savez, moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de prendre les sondages comme indicateur de notre stratégie politique. Ce qui compte, c'est le résultat des élections. Mélenchon, à la présidentielle de 2017, il a fait 19%. Aux élections européennes de 2019, on a fait 6%. Tout le monde nous a dit, vous avez dilapidé votre crédit, etc. Bah, aux élections présidentielles d'après, on a fait 22. Donc, comme je dis parfois, c'est à la fin de la partie qu'on compte les points. Voilà, Jacques Hébert, indépendant. Donc, tous vos collègues font liste à part pour les européennes. Donc, ça veut dire que vous allez faire une liste, j'imagine. Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas un bon tête de liste? Oh là, je ne sais pas, il faut savoir. Il y en a qui le veut à la présidentielle, il y en a qui le veut à l'européenne. Il ne peut pas être partout, Mélenchon. Je comprends votre question. Je vous dis franchement, pour l'instant, moi, j'ai pris acte du fait que les autres composantes de la NUPES ont décidé de faire leur propre liste. Je tends la main à tous ceux qui veulent faire la liste avec nous et je leur propose qu'on la fasse ensemble. Et proposer de faire une liste commune, ça commence pas par dire ça va être telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Donc il y aura un temps pour présenter notre liste de candidats. Je pense que ce temps, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Mais on aura des candidats de grande qualité. On a 4 députés européens sortants qui, je pense, ont fait un travail de qualité. On en aura d'autres qui se sont déjà proposés pour être candidats. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ait l'intention d'être candidat aux élections européennes, mais vous lui poserez la question. Mais en tout cas, on présentera notre liste un peu plus tard et on n'a pas l'intention de la présenter maintenant, en tout cas. Oui, bonjour, Antonin Fouriot, la revue parlementaire. Je reviens d'un mot sur Marseille. Je voulais savoir quelle était votre réflexion autour du projet de refonte ou disparition de la loi PLM et savoir si éventuellement une élection à la mairie de Marseille pouvait vous intéresser, vous, ou M. Mélenchon, puisqu'il est candidat à beaucoup de choses, visiblement. Oh, mais alors, il y en a qui le veut à la présidentielle, aux européennes, maintenant vous aux municipales. Bon. Qu'on ne me dise pas qu'après notre organisation politique est trop personnalisée, hein, parce que là je vous en ferai le reproche à vous. Non, pour vous répondre franchement sur PLM, alors je vous parle à titre personnel parce que le texte de loi n'étant pas, enfin je sais que c'était dans les cartons, mais qu'on l'a pas vu, on n'a pas eu de discussion collective au sein du groupe Insoumis, mais il me semble que la logique de notre proposition politique, c'est d'être d'accord avec l'idée de renforcer les modalités d'élection dans ces 3 villes-là pour faire en sorte que vous ne pouviez pas vous retrouver dans une situation où, alors qu'une majorité d'électeurs ait décidé de voter pour telle candidature ou telle liste, ça soit une autre liste qui soit majoritaire du fait des seuils qui sont instaurés par les arrondissements à Paris ou les secteurs à Marseille. Donc il me semble que la logique de notre raisonnement conduit plutôt à être favorable à une remise en cause de cette particularité des modes de scrutin pour les villes PLM. Mais voilà, encore une fois, là je vous donne un avis personnel parce qu'on n'a pas eu de discussion collective à ce sujet. En ce qui concerne les élections municipales de 2026 à Marseille, bon, ce que je peux vous dire, c'est que la France Insoumise, elle sera présente dans ces élections. Elle travaille. On a, par exemple, mené toute une campagne contre la fermeture du métro à 21h30. On est engagé sur les sujets locaux et on mène des campagnes sur ces sujets-là. La question de qui incarnerait une éventuelle liste, qu'elle soit de la France Insoumise ou avec d'autres, aux élections municipales de Marseille,
pardonnez-moi, est un peu prématuré. Voilà. Mais en tout cas, la France Insoumise sera présente d'une manière ou d'une autre dans ces élections municipales à Marseille. Bonjour, Geneviève de Cazaux, indépendante. Je voudrais aborder la question du port du voile et du vêtement islamique, notamment à l'école. Et pensez-vous que votre soutien dans un pays laïque, libre, ne met pas le focus sur une communauté qui aurait tout intérêt à s'intégrer et de créer une sorte de fracture au moment où justement il y a quand même les Iraniennes qui se détachent de ce voile qui les a opprimées longtemps. Vous verrez que ma question est très féministe. Mais mon soutien à quoi, madame, pardon? Parce que je n'ai pas compris qu'est-ce que j'étais censé soutenir dans votre question. Comment? Qu'est-ce que je suis censé soutenir dans votre question? C'est ça le port du voile et le vêtement islamique. Enfin, c'est quand même, vous avez ce fort soutien pour cette communauté. Alors, tous, je veux dire. Alors, madame, je vais essayer de répondre à votre question, mais sur la base de ce que nous pensons vraiment, pas sur la base des choses que vous nous attribuez. Non, mais je comprends que ça vous gêne, mais c'est une question. Ça ne me gêne pas, madame, mais je ne sais pas si ce que vous proposez, c'est d'interdire le port du voile dans la rue, mais en tout cas, si c'est ça, je suis en désaccord avec vous. C'est la proposition de l'extrême droite, c'est pas la mienne, et pour l'instant, c'est une proposition qui n'a jamais été votée en France, où on a encore le droit de porter des signes religieux dans la rue, dans l'espace public. Certains proposent effectivement de revenir là-dessus. Je ne pense pas que c'est le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre. Ensuite, si vous parlez des établissements scolaires, je vous rappelle qu'il y a une proposition de loi dans ce pays qui empêche le port des signes religieux ostentatoires à l'école. Personnellement, je n'ai jamais proposé de la remettre en cause. Donc je ne sais pas à quoi vous faites référence quand vous évoquez un soutien. Pour le reste, oui, madame, je vous confirme, je suis un adversaire farouche de la volonté d'un certain nombre dans le champ politique aujourd'hui de stigmatiser une partie de la religion française, de la population française en fonction de sa confession religieuse. Et effectivement, vous me trouverez toujours sur le chemin ou sur la route de ceux qui essayent de considérer que dans notre pays, il y aurait des citoyens qui auraient des droits à géométrie variable en fonction de leur confession religieuse. J'y suis totalement opposé. Pour le reste, j'ai affirmé à plusieurs reprises, et j'ai même participé à des initiatives publiques, mon soutien aux femmes iraniennes, parce que je suis un défenseur farouche de la laïcité, et je suis un adversaire farouche des États qui visent à imposer, ou qui ont dans leur loi des choses pour imposer des vêtements religieux. Donc je suis contre le fait qu'on impose un vêtement religieux à une femme. Et quand des femmes iraniennes se mobilisent contre l'obligation du voile, elles ont mon soutien total. Vous voyez, madame? Donc, excusez-moi, hein, c'est pas pour vous polémiquer avec vous, mais j'ai pas vraiment compris dans votre question qu'est-ce que j'étais censé soutenir et que vous me reprochiez de soutenir. Oui, bonjour, Adrien Calan, l'AFP. Vous avez votre niche parlementaire demain. À part peut-être une commission d'enquête, mais qui est importante, hein, sur les risques majeurs en Outre-mer, vous allez sans doute perdre sur tous vos textes. Du coup, à quoi ça sert exactement une niche parlementaire quand on a des textes qui n'ont aucune chance ou presque de passer? Je sais pas, vous avez l'air de connaître les résultats avant les votes. Donc, on a regardé la commission la semaine dernière. Oui, si vous les avez regardés avec attention, vous auriez peut-être vu que sur la proposition de loi dont je suis le rapporteur, sur l'encadrement des marges dans la grande distribution, sur l'article 1, il y a eu un scrutin à égalité, que sur la proposition de loi portée par Daniel Obono sur la réouverture des accueils physiques pour les services publics, il y a eu des scrutins qui sont des scrutins extrêmement serrés en commission. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir plein de victoires dans notre niche, j'en sais rien, mais je pense que vous allez un peu vite en besogne, si je peux me permettre, pour dire que rien ne sera voté. La première question, avant de nous dire ça sert à rien de déposer des textes parce que de toute façon ils vont pas être votés, la première question c'est de savoir si on a raison de déposer ces textes et est-ce que ces textes y correspondent à des priorités politiques pour le pays. Bon, moi j'ai déposé, je suis rapporteur d'une proposition de loi pour l'encadrement des marges. Ce matin, 4 associations de consommateurs envoient un courrier au président de la République Emmanuel Macron pour dire il faut de la transparence sur les marges de l'industrie agroalimentaire et il faut des dispositifs pour lutter contre les surmarges. Le président de la République Emmanuel Macron lui-même au mois de septembre dit il y a un problème avec des marges excessives qui sont réalisées par l'industrie agroalimentaire et avec des marges excessives qui sont réalisées par les raffineurs. C'est pas moi qui le dis, le président Macron l'a dit.
Et face à cette situation-là, vous avez Monsieur le maire. Monsieur le maire, il demande. Monsieur le maire, il prie. Monsieur le maire, il supplie. Monsieur le maire, il implore. Monsieur le maire, il dit, s'il vous plaît, faites un effort. Mais il ne fait rien. Donc, il me semble que le fait que nous, députés d'opposition, on arrive dans notre niche parlementaire et on propose un dispositif pour que le gouvernement fasse enfin quelque chose, je pense que ça correspond à une priorité politique pour le pays. D'ailleurs, on a fait un sondage sur notre niche parlementaire et peut-être avez-vous vu, puisque vous me citiez des sondages tout à l'heure, que plus de 90% des gens soutiennent une proposition de loi pour encadrer les marges excessives qui sont réalisées aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire et dans le raffinage. Que vous ne pouvez pas accepter que les prix alimentaires ont augmenté de 20% en 2 ans et que dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70% dans la même période. Que vous ne pouvez pas accepter que le prix du carburant ait atteint les prix que vous connaissez et que les marges des raffineurs ont été multipliées par 5 entre le mois d'avril et le mois de septembre 2023. Donc à un moment, c'est quand même normal qu'on fasse une proposition législative pour essayer d'y répondre. Donc plutôt de dire, de toute façon, vous allez perdre, ça ne va pas marcher, etc. Moi, je me pose la question de savoir comment des députés ici à l'Assemblée nationale peuvent s'opposer à une proposition de loi qui vise à empêcher qu'on fasse des marges excessives et des marges indues dans un contexte de forte inflation, avec des gens qui tirent la langue, qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à se nourrir. C'est plutôt à eux qu'il faudrait poser la question de savoir pourquoi ils ne votent pas pour une proposition comme celle-ci, qui franchement n'a rien de révolutionnaire. Dire on prend les marges moyennes qui auraient été réalisées sur les 10 dernières années, on ne peut pas faire des marges supplémentaires que les marges moyennes qui ont été réalisées sur les 10 dernières années, franchement, ce n'est pas révolutionnaire. Je ne suis pas en train de proposer qu'il y ait 0 marge pour les entreprises. Je suis en train de proposer qu'on ait un dispositif pour lutter contre les marges excessives. Donc tout ça pour vous dire, je pense que nos propositions de loi, elles sont utiles pour le pays. C'est des propositions de loi sur les marges, sur l'indexation des salaires sur l'inflation, sur la réouverture des accueils physiques dans les services publics, dans un certain nombre de territoires, en particulier de territoires ruraux, où vous avez en particulier des personnes âgées qui ont du mal avec la dématérialisation, pour qui la dématérialisation, ça se traduit par une difficulté d'accès aux services publics. Je pense que cette proposition-là, par exemple, elle est extrêmement populaire. Et puis, dans notre niche, il y a aussi des propositions de loi pour lutter contre les abus. Lutter contre les abus sur les marges, lutter contre les abus sur la captation des ressources naturelles par la proposition d'introduire un moratoire sur les méga-bassines, lutter contre les abus dans la police, parce que peut-être que vous pouvez considérer que ce sujet n'existe plus, mais personnellement, je préférerais qu'on essaye de trouver, de faire bouger la loi pour qu'on ne se retrouve pas avec des drames comme on a eu au mois de juin, qui ensuite crée une vague d'émotions majeures dans le pays, et de faire en sorte que on se pose la question de comment on fait évoluer la loi pour rétablir un rapport qui soit un rapport apaisé entre la population et la police. Donc je pense qu'au contraire, nos propositions de loi, elles sont des mesures d'unité pour le pays qui sont nécessaires. Et j'espère que dans le débat, on va pouvoir faire bouger les lignes. Après, on verra combien de propositions de loi on arrivera à faire voter. Chaque victoire sera bonne à prendre. Et puis chaque défaite permettra aussi de faire la démonstration qu'en face de vous, vous avez aujourd'hui un gouvernement qui se fiche des difficultés réelles des Français. Parce que, pardonnez-moi, s'ils ne se fichent pas des difficultés réelles des Français, pourquoi ils ne font rien sur la question des marges? Alors qu'eux-mêmes reconnaissent que c'est un problème. Pourquoi ils ne font strictement rien sur le sujet? Voilà, c'est aussi des démonstrations qu'on va faire demain. La vôtre, si je me souviens bien, en commission la semaine dernière, n'avait pas été rejetée en tant que telle, mais largement réécrite à tel point que vous la reconnaissiez plus trop. Pensez notamment que l'appel des associations de consommateurs, là, ce matin, peut changer la donne dans l'hémicycle? Je le souhaite, je l'espère. Je pense qu'entre les débats en commission et les débats en hémicycle, d'abord, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont à l'intérieur. Il y a plus de monde dans l'hémicycle, ça peut faire bouger des lignes. Que les groupes sont parfois moins stabilisés dans l'hémicycle que ce qu'ils peuvent être en commission, parce qu'il y a moins de représentants en commission que dans l'hémicycle. Donc moi, j'appelle l'ensemble des députés, quelle que soit leur étiquette politique, de regarder la proposition de loi que nous proposons sur son contenu, sur ce que nous proposons réellement, et pas sur les caricatures médiatiques ou politiques qui peuvent être faites sur le sujet. Cette proposition de loi, elle comprend 4 articles. Il y a un premier article, c'est pour faire en sorte qu'on garantisse aux agriculteurs des prix planchers, des prix d'achat qui soient rémunérateurs. C'est une proposition
dans sa philosophie en tout cas, qui est soutenue par l'ensemble des syndicats agricoles. L'ensemble. Le deuxième article de notre proposition de loi et le quatrième, c'est pour encadrer les marges de l'industrie agroalimentaire et les marges de la grande distribution. Je vous ai dit les éléments sur ce sujet. On me dit oui, mais vous allez toucher des petites entreprises. Précisément non. Dans notre rédaction, nous excluons les PME et nous excluons les petites épiceries du dispositif que nous proposons. Donc on parle des grands groupes de l'industrie agroalimentaire et des grands groupes de la distribution, des hypermarchés. J'assume de dire que dans une période aussi tendue d'un point de vue social que celle que nous vivons, avec un nombre de pauvres qui augmente, avec des associations de solidarité alimentaire qui ne savent même plus comment elles vont pouvoir distribuer des repas à tout le monde, et j'assume de dire que les grosses industries agroalimentaires et les grosses entreprises de la distribution, elles peuvent participer à la solidarité nationale. Et l'article 3, c'est pour encadrer les marges des raffinages. Et là, vous n'allez pas me dire que ceux qui possèdent aujourd'hui les raffineries en France, les géants du pétrolier, ne sont pas en mesure, dans la situation actuelle, de faire un effort. Donc, après, c'est une question de philosophie politique. Est-ce qu'on considère que l'État ne fait rien? Et puis, certains en profitent, bravo à eux, d'autres souffrent, dommage pour eux. Ou est-ce qu'on considère qu'il y a une question d'intérêt général, de dire qu'il ne peut pas y avoir d'un côté des gens qui se goinfrent et de l'autre côté des gens qui galèrent? Ça, c'est une question de philosophie politique. Moi, ma philosophie politique sur ce sujet, elle est claire. Donc voilà, oui, j'espère que ça fasse bouger les lignes. Et je trouve ça bien qu'il y ait eu cette lettre ouverte des associations de consommateurs, parce qu'ils remettent le sujet sur le devant de la scène. Et je pense que ça veut dire qu'ils partagent, peut-être pas je ne veux pas parler à leur place, peut-être pas l'ensemble ou le dispositif tel que nous le proposons, mais en tout cas, ils partagent cette préoccupation de faire quelque chose sur la transparence des marges et sur la lutte contre les surmarges. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, à propos des marges, enfin du prix de l'énergie, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'État fasse aussi un effort et baisse les taxes sur les carburants? Alors ça, c'est un débat intéressant, parce que d'un côté, vous avez des gens qui vous disent sur les carburants, le seul levier d'action, ça doit être les taxes. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est à l'État, donc au budget de l'État, donc aux contribuables, de venir alimenter les surmarges réalisées par les raffineurs ou l'industrie agroalimentaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, le dispositif que je propose, petit calcul médiatique rapide quand même, quand le prix du carburant est à 2 €, on a à peu près 50% de taxes dans ce pays. Donc il y a à peu près 1 € qui part en taxes et 1 € qui part dans la chaîne. Raffinage, extraction, etc. Si vous bloquez les surmarges comme je propose de le faire, vous allez donc baisser le prix à la vente du prix du carburant. Peut-être vous allez le ramener à 1,50 €. Et si je ramène le prix du carburant à 1,50 €, il y en aura toujours 50% en taxes. Il n'y aura plus que 75 centimes en taxes. Donc, par la proposition que je fais, je dis les industriels doivent faire une partie de l'effort. Là, dans le calcul que je viens de faire, ils doivent prendre 25 centimes à leur charge. Mais l'État va prendre aussi une partie de l'effort. Puisque si le prix baisse, les taxes vont baisser. Je pense que ce dispositif, il est plus équitable de mettre à contribution ceux qui en profitent et l'État il n'y a pas de raison qu'avec l'augmentation du prix, l'État profite non plus de cette situation, plutôt que les mesures qui consisteraient à dire les 50 centimes d'écart, c'est le contribuable qui va les prendre, parce que là, il y a une forme de démagogie. Vous allez dire aux gens, vous allez payer votre carburant moins cher à la pompe, mais c'est grâce au budget de l'État qu'on va faire en sorte que vous le payez moins cher. C'est démagogique. Je pense que la proposition que nous formulons, elle est plus équitable, elle est plus juste, et elle met à contribution les super profiteurs de cette crise, parce qu'à un moment, il faut quand même les pointer du doigt et les mettre à contribution pour faire en sorte qu'ils ne profitent pas de cette situation comme ils le font depuis maintenant 2 ans. Oui, bonjour. Rebonjour. Sur le fonctionnement interne, il y a eu beaucoup de critiques sur le manque de démocratie en interne et d'une forme d'immaturité finalement de LFI qui n'a pas pris la mesure vraiment de l'évolution de la NUPES, où vos alliés ont besoin de plus d'échanges, de construction commune. Ils ont parlé de ça pendant les retraites, au moment du vote de l'article 7 ou pas.
Ils ont parlé de ça pendant Israël-Gaza en disant que votre communiqué aurait dû être concerté. On ne peut pas sortir comme ça tout seul ce genre de communiqué. Est-ce que vous prenez un peu ce point-là en compte ou pas, le fait que vos alliés ou des gens chez LFI trouvent qu'il n'y a pas assez de discussion interne, de démocratie interne? Non mais attendez, là vous mélangez plusieurs sujets. Moi j'ai proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, en tant que France Insoumise, j'ai proposé que la NUPES, depuis maintenant 1 an et demi, se dote de davantage de structures d'échange et de coordination. Je fais partie de ceux qui, au lendemain des élections législatives, ont proposé un groupe commun de la NUPES ici à l'Assemblée nationale. Vous l'avez peut-être oublié, mais moi je l'ai proposé. Et c'est les autres composantes qui s'y sont opposées, en disant non, on veut conserver notre autonomie. Je respecte. Mais si on veut conserver son autonomie pour pouvoir prendre ses propres positions, je le respecte. Admettez au moins que dans ce cas-là, la France Insoumise, elle ait aussi son autonomie pour prendre ses propres positions. Là, c'est une question de cohérence. Ou alors, vous dites, il y a un groupe unique de la NUPES, c'était la proposition que j'ai faite, et dans ce cas-là, oui, on prend des positions qui sont des positions communes. Sur l'article 7, sur les retraites, pareil, il faut arrêter avec cette histoire. Moi, j'ai jamais imposé aux écologistes, aux socialistes ou aux communistes de retirer leurs amendements. Mais le groupe insoumis, il a encore le droit de décider s'il maintient les siens ou pas. Ils ont décidé souverainement et librement de supprimer les leurs. C'est de leur choix. Mais parce qu'ils ont décidé de supprimer les leurs, nous, on était obligés de supprimer les nôtres. Ça, c'est pas ça, hein, une modalité de fonctionnement collective. Donc, je réponds d'abord à la première partie de votre question sur la NUPES. Moi, j'ai toujours été favorable à davantage de structures. J'ai proposé un parlement de la NUPES. J'ai proposé des assemblées citoyennes de la NUPES. J'ai proposé de travailler à des adhésions directes au sein de la NUPES. Donc, je trouve le renversement de situation qui consiste à dire, en fait, notre problème à la NUPES, c'est qu'on n'a pas assez de structures d'échange, je le trouve stupéfiant et ne correspondant strictement pas à la réalité. Voilà. Et encore une fois, c'est des faits. Ça, c'est pas du blabla, c'est des faits. Mes propositions, elles ont été publiques. Vous pouvez les retrouver depuis 1 an et demi. Donc maintenant, venir dire on ne va pas dans la NUPES parce qu'il n'y a pas de structure collective pour pouvoir discuter de la manière avec laquelle on réagit à tel ou tel fait d'actualité, je trouve que c'est de mauvaise foi et que c'est hypocrite. Après, sur la question de la France Insoumise elle-même, intéressez-vous au fonctionnement de la France Insoumise. La France Insoumise, elle a voté, parce que j'entends il n'y a pas de vote, il n'y a pas de machin, mais franchement, excusez-moi, hein, la France Insoumise, au mois de juin, elle a un vote de tous les signataires de la France Insoumise sur la plateforme de la France Insoumise où nous avons voté pour une liste commune de la NUPES aux élections européennes. La France Insoumise, elle a une assemblée représentative du mouvement qui va avoir lieu à la fin de l'année, le 16 décembre, dans lequel nous allons discuter de textes d'orientation qui seront approuvés ou désapprouvés par les militantes et les militants de la France Insoumise. Donc je sais qu'on aime maintenant à répéter que à la France Insoumise, les militants ne sont pas consultés, etc. Pardon, depuis 2 semaines, les militants de la France Insoumise sont en train de travailler sur les textes d'orientation stratégique que nous leur avons proposés, qui seront ensuite discutés au sein de notre Assemblée représentative et soumis au vote des militantes et des militants de la France Insoumise. Bon, voilà. Que vous dire de plus? Après, il y a des gens qui sont parfois pas contents. C'est la vie. Il y en a aussi dans d'autres organisations. On me dit, il y a telle personne qui est partie. C'est la France Insoumise, c'est pas une caserne non plus. S'il y a des gens qui se retrouvent plus dans ces orientations, c'est légitime qu'ils partent. Mais puisque vous me permettez de saluer ça, que je profite de ce moment pour féliciter et accueillir les 4230 personnes qui ont rejoint la France Insoumise depuis le 1er septembre de cette année. Je pense que c'est aussi important de penser à eux. Si vous voulez leurs coordonnées, je vous les donnerai. Peut-être vous ferez un papier sur chacun d'entre eux, comme vous faites un papier sur chacun qui part. Peut-être vous pouvez faire un papier sur chacun qui arrive. C'est bien aussi. Quelle analyse vous faites de ce qui s'est passé à Crépol, la mort du jeune Thomas, auquel l'Assemblée nationale a rendu hommage par une minute de silence hier, des violences des groupuscules d'extrême droite qui ont suivi. À propos de Crépol, le Rassemblement national, hier dans l'hémicycle, parlait d'ensauvagement. Est-ce que vous faites crédit en regard au gouvernement, à la justice, d'avoir réagi fortement et fermement les propos d'Éric Dupond-Moretti dans l'hémicycle,
Gérald Darmanin qui demande la dissolution d'un certain nombre de groupuscules d'ultra-droite, les condamnations qui ont été prononcées rapidement par la justice après ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. C'est incroyable, vous voulez toujours que je donne des bons ou des mauvais points au gouvernement? Non, savoir ce que vous en pensez. Je vais répondre à votre question. Bon, d'abord, dire que ce qui s'est passé à Crépol, c'est d'abord un drame. Et je pense que c'est quand même important de partir de ça. D'abord un drame, et moi je me résigne pas au fait qu'en France, on puisse mourir à 16 ans quand on fait la fête dans une salle des fêtes de village. C'est, je pense, la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est qu'effectivement, il y a la justice qui fait son travail, qui je crois est allée assez vite. Il y a des suspects qui ont été interpellés, il y a des auditions qui ont été réalisées, et il appartient à la justice de déterminer comment l'enchaînement des faits, comment les choses se sont déroulées. Et il me semble que quand on est dans une situation comme celle-ci, je crois que la responsabilité des responsables politiques, c'est justement de ne pas essayer immédiatement de venir plaquer une vision de la société sur un drame qui est commis, comme ça a été le cas là, par la droite et l'extrême droite, qui, indépendamment de la réalité, de la nature des faits et de l'enchaînement des choses, sont venus plaquer une grille de lecture, qui est la grille de lecture de la guerre des civilisations. Ça, c'est ce que eux ont fait. Moi, je dis, attendons que l'enquête aille jusqu'à son terme. Est-ce que la société est trop violente? Oui, elle l'est. Est-ce que la société est plus violente qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans? Je crois que sur ce sujet, en tout cas si on prend le nombre de personnes le nombre d'homicides qui sont réalisés dans ce pays, heureusement il y a moins d'homicides aujourd'hui qu'il y en avait dans 30 ou 40 ans. Est-ce que ça veut dire que pour autant la situation est parfaite et géniale? Non, bien sûr que non. Donc il faut continuer à travailler. Est-ce qu'on peut tirer est-ce qu'il y a des enseignements, c'est pas le bon mot, mais est-ce qu'il y a des choses à tirer, je sais pas, je vais faire attention avec les mots que j'utilise, mais du drame de Crépol? Bien sûr qu'il doit y en avoir. Alors, quand il se passe quelque chose de terrible dans notre société, on doit réfléchir aux mécanismes qui conduisent à ce qui se passe cette chose-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut modifier pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On ne peut pas considérer que c'est pas que c'est comme ça. Donc moi je ne considère pas que c'est comme ça, mais venir plaquer, comme l'ont fait certains responsables politiques, une grille d'analyse qui ne correspond pas à la réalité de l'effet, qui ne correspond pas à la caractérisation des motivations qui ont été celles, pour l'instant en tout cas, reconnues par la justice, ça me paraît être irresponsable. Et ça se traduit ensuite par ce à quoi on a assisté à la fin de la semaine, c'est-à-dire des groupuscules qui, contrairement à ce que j'ai entendu dans certains médias, ne sont pas venus manifester pour la justice. Ils sont venus essayer d'organiser une ratonnade en criant des slogans racistes, avec des intentions qui est des intentions d'aller s'en prendre, y compris même pas seulement aux suspects qui sont mis en cause dans la mort de Thomas, mais à sa famille et par association à tous les gens qui habitent dans tel ou tel quartier. Et donc vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, qui habitent dans un quartier et qui vivent dans un climat de terreur parce qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui pensent qu'ils peuvent venir faire la loi. Excusez-moi de vous dire, cette situation elle est inacceptable. Donc oui, je suis d'accord quand le gouvernement dit qu'il doit être mis un terme à ces groupes d'extrême droite. Et je suis pour que la justice soit implacable pour faire en sorte que ces groupes-là ne puissent pas faire la loi dans ce pays. Et je suis pour qu'il y ait une enquête pour savoir comment ces groupes d'extrême droite ont pu disposer de la liste des noms, des prénoms, des adresses, des familles, des suspects qui sont mis en cause dans la mort de ce jeune Thomas. Comment ça se fait que ces informations, qui sont à la connaissance de la police, de la justice, comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans la main de militants violents qui viennent pour en découdre? Je pense que là aussi, il doit y avoir une enquête qui doit être menée sur ce sujet. On a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti, mais non, c'est notre faute. On va prendre une dernière question de Zoé, si vous voulez bien. Oui,
excusez-moi, vous parlez de guerre de civilisation, vous dénoncez un petit peu la ratonnade qu'il y a eu à droite et à gauche, mais à l'occasion des événements dramatiques de Crépol, certains témoins ont évoqué un racisme anti-blanc. Est-ce que pour vous c'est une légende urbaine ou est-ce qu'il y a vraiment une réalité, une véritable fracture? Et comme disait Gérard Collomb qu'on enterre aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment une société de face à face? Bon, d'abord, je veux vous dire que j'ai lu la presse comme vous, qu'il semble que certains témoignages parlent de cela, mais que pour l'instant, et moi je m'en remets à la justice, ce mobile n'a pas été repris, à ce stade en tout cas, du travail qui est mené par la justice. Bon, c'est pour vous répondre sur cette question. Deuxième partie de votre question, moi, je me refuse de considérer qu'on est dans ce pays entre un affrontement entre des camps, dont je n'ai pas d'ailleurs tout à fait bien compris la géométrie. Je refuse de dire qu'il y aurait d'un côté la France des Thomas et de l'autre côté la France des je ne sais pas quoi. Je refuse de faire correspondre cette grille de lecture à une grille de lecture géographique qui ne corresponde pas à la réalité des faits. Dans notre pays aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Thomas ou Morad ou je ne sais quoi qui habitent à la campagne, il y en a qui habitent à la ville, et cette manière d'essayer d'opposer deux France qui s'opposeraient l'une à l'autre, je la conteste, je la combats. Et je pense que, en tant que dirigeant politique, on doit avoir chevillé au corps la question de l'unité du pays, de l'unité du peuple. Donc pour ma part, je n'ai pas l'intention de participer à une forme de surenchère entre un affrontement entre des France qui, à mon avis, ne correspondent par ailleurs pas à la réalité de ce pays. Ce pays, c'est un pays dans lequel il y a des gens, heureusement, qui ne sont pas tous de la même origine, pas tous de la même religion, pas avec tous les mêmes convictions politiques ou spirituelles, et qui vivent ensemble, qui étudient ensemble, qui sont amis, qui passent des soirées ensemble. Et quand il y a un drame comme ça, il faut essayer de comprendre comment ça a pu se produire, mais je ne crois pas que ça puisse nous conduire à essayer de décrire la situation de notre pays comme un pays qui serait divisé entre plusieurs catégories. Je ne me retrouve pas dans cette grille de lecture, en tout cas je n'ai pas envie d'attester ou d'encourager le fait que cette grille de lecture serait une grille de lecture pertinente de l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Et encore une toute dernière question de Perrine. Oui, merci. Bonjour, Monsieur Bompard. Je ne sais pas si vous l'avez déjà traité, excusez-moi si c'est le cas. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y a également la décision concernant Éric Dupond-Moretti. Moi, j'aurais deux questions suite à cela. Premièrement, est-ce que vous partagez les mots que le garde des Sceaux a prononcés hier dans l'hémicycle, qui a ensuite amené la sortie du Rassemblement national en disant qu'il y avait encore chez eux des antisémites, etc. Est-ce que vous partagez ces mots? Et puis, deuxième question, quelle serait selon vous la décision à prendre si justement la décision de cet après-midi, eh bien, si après cette décision il y a une condamnation, même sans peine, est-ce que selon vous il faut qu'il quitte le gouvernement, ou quelle est votre position là-dessus? Merci. Alors, merci. Sur votre premier point, oui, je partage les mots d'Éric Dupond-Moretti d'hier, oui, bien sûr. Et je l'appelle à être cohérent. Si on pense qu'il y a encore des antisémites au Rassemblement national, et je le pense, il ne faut pas défiler avec eux contre l'antisémitisme. Donc pour ma part, oui, je pense que les brevets de respectabilité et de dédiabolisation qui ont été donnés à l'extrême droite dans ce pays depuis plusieurs mois et plusieurs années sont insupportables. Et que oui, bien sûr, je n'oublie pas les origines de ce parti, sa composition. Je n'oublie pas que siège ici à l'Assemblée nationale un ancien libraire qui vendait des ouvrages antisémites et négationnistes. Je ne l'oublie pas. Et je pense que c'est bien que M. Dupond-Moretti s'en rappelle enfin. Pour le reste, indépendamment du fait que je partage ses propos d'hier, il me semble évident que s'il est condamné, il doit quitter le gouvernement. Merci Manuel Bompard. On surveillera avec attention votre journée d'initiative parlementaire demain. Merci. Encore un mot pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Florent Boudier, le rapporteur général du projet de loi sur l'immigration, qui sera notre invité. Bon après-midi.